Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, c'est vrai que là, du coup, il y a un poil de soleil. C'est un peu le bazar. Si je mets un peu... On va mettre ça comme ça. Est-ce que c'est un peu mieux à peine? Oui, bon, bah on fera comme ça, hein, parce que pour une fois qu'il pleut pas, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on se plaignait du chaud, maintenant on se plaint qu'on est quasiment en hiver. Enfin bon, on va pas se plaindre, hein. On passe un été plutôt doux. Et somme toute, c'est pas fait pour me déplaire. Bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien. Le cahier de notes est sorti pour voir les films qui te plaisent. Désolé du retard, j'étais sur de la mise en page de programme. Et du coup, je voulais finir mon programme jeune public avant de... Oh, elles sont sales ces lunettes. Avant de rentrer chez moi. Voilà. Hop. En tout cas, nous sommes réunis pour regarder les sorties cinéma de la semaine, donc aujourd'hui du 30 août. Et on va commencer tout de suite. Faut juste que je change ça, voilà, hop. C'est parti avec un premier film, Equalizer 3. Alors je dois vous avouer que moi, je suis assez curieux de le voir parce que il y a très peu de grosses licences comme ça que je suis, parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant. Mais il y en a deux, Equalizer et John Wick. Alors, les scénarios sont pas extraordinaires, on va pas se mentir, mais il y a de l'action qui est plutôt bien faite, c'est bourrin, du coup ça m'amuse, et puis voilà. Allez, on regarde la bande-annonce de Equalizer maintenant. 9 seconds. Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 seconds. That's what I'll give you to decide your fate. Ciao Roberto! Roberto, tell me, what did you do back home? Government work. I'm retired, man. Or you? Come sta? Va bene. Because of these people, I'm beginning to understand real peace. And I'm starting to believe this is where I'm supposed to be. What happens here happens in many towns. The mafia. They're like cancer. No cure. You should stay out of other people's business. Whatever it is you and your friends do it somewhere else. You warning me? I'm preparing. Is that a Timex? No. It's a boot. That's the median nerve that I'm compressing. That's a level 3. You don't want it to go to a level 4. You seem like a man who understands violence. I like this place. You can't take that from me. I can take anything I want. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? 9 seconds. Do I look like a killer? Bonsoir Michel, en retard car trop bon dans le jardin, je comprends. Et moi-même, en fait, on vient de commencer, hein. Vraiment,
On est sur le premier film de la semaine. Justice. J'avais pas vu l'heure passer. J'étais en train de finir des mises en page, donc voilà, j'ai pas vu l'heure passer. En tout cas, bienvenue. Et donc, j'ai trouvé une petite interview de Antoine Fuqua par Allociné. On regarde ça. Equalizer stands for justice. It's about justice. That's what it stands for. 9 seconds. The first one, Denzel was at church. Yeah, his wife Pauletta introduced us. This was years ago, before Training Day and all that. And then when I got the script of Training Day from his agent, they set up a meeting and we met at the Beverly Hills Hotel. And I don't think we talked about the movie. We just talked about life and religion and kids and all that. And we became friends. And that's how our relationship began. Roberto, tell me, what did you do back home? Government work. I'm retired now. We always do. We discussed the character and we talked about OCD and how he needed order in his life, you know, because he comes from a world of chaos and violence, and he needed order, and OCD was a part of that. So he started to do that on the first day with the napkin and the spoon and everything, and it was so fascinating to me just to watch him do that, you know. So yeah, that was Denzel creating that character. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Denzel's a logic monster, so he definitely question, and you have to have the answers for him because he's going to question everything in the right way. And I think that's a great quality for an actor to make sure that he's really clear on the character and the scenes. And Denzel is an incredibly disciplined individual. 9 seconds. Do I look like a killer? Voilà donc pour cette petite interview. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur le film ? Hop, je remets le chat. Ça aurait pu être un tout autre film. À l'origine, lorsque le premier Equalizer était en développement, le cinéaste danois Nicolas Winding Refn, qui avait fait Drive, était pressenti pour être aux commandes du film. Quant au rôle principal, l'agent de Robert McCall, c'est l'acteur néo-zélandais Russell Crowe qui devait l'interpréter et non Denzel Washington. Ah, c'est marrant ça. Fait amusant, les deux acteurs se sont donné les répliques en 2007 dans American Gangster, qui était un superbe film, je me rappelle. On avait eu une affiche à l'époque. Ils faisaient des affiches à l'époque en plastique qui se déroulaient comme ça avec des barres en métal en haut et en bas. Elle était magnifique cette affiche. Je ne sais pas si je ne l'avais pas gardée. Paul Haggis, lui aussi, était envisagé pour endosser le poste de réalisateur. Une franchise lucrative. En même temps, si une franchise n'est pas lucrative, on l'arrête, donc c'est pas une franchise. Sorti en 2014, Equalizer avait rapporté pas loin de 193 millions de dollars dans le monde. Sa suite a réalisé un record semblable, 190 millions de dollars. Une bonne affaire quand on sait que le premier opus a coûté 55 millions et le deuxième 62 millions. En France, le succès a été plus modéré, attirant 1,5 million de fans d'action en 2 films. Ah ouais, pas plus que ça. Retrouvailles avec Equalizer 3. Denzel Washington retrouve Dakota Fanning après Man on Fire qui est resté dans les mémoires de par sa noirceur et sa violence dans ce thriller d'action signé Tony Scott. Sorti en 2004, le charismatique acteur campe un ancien agent de la CIA dépressif cherchant à retrouver une petite fille kidnappée dans un Mexique gangrené par la délinquance. Compte tenu de ces retrouvailles, Antoine Fuqua avait confié au micro de comicbook.com: nous n'en avons jamais parlé entre nous, mais c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Quand Dakota Fanning m'a dit qu'elle était intéressée, je me suis dit « Ah oui, c'est Man on Fire, mais des années plus tard. » Mais je ne leur ai jamais dit cela parce qu'ils sont concentrés dans leur personnage d'Equalizer 3 à ce moment-là. Mais quand on les voit ensemble, quand je les ai vus sur le plateau, j'ai souri. Excusez-moi.
Le tournage du film s'est déroulé sur la côte amalfitaine en Italie, dans des villes comme Ravello, Atrani, Minori. Des prises ont également été réalisées à Naples et à Rome. Acteur fétiche, Equalizer 3 marque la 5e collaboration entre Denzel Washington et Antoine Fuqua après Training Day en 2001, Equalizer 1 et 2 et Les 7 mercenaires. Qu'est-ce que c'était ça? Training Day, très beau film aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment le film qui avait lancé Denzel Washington. Ah oui, cette version-là des 7 mercenaires, ouais, elle était gentille, elle était pas mal quand même. Une série à l'origine. Le film est le 3e volet de la franchise d'action Equalizer, elle-même adaptée de la série télévisée du même nom, créée par Michael Sloan et Richard Lindam. Le programme dans lequel l'agent des services secrets américains était campé par Edward Woodward a été diffusé à partir de 1985 sur CBS aux États-Unis et sur M6 en 1991. A noter qu'une série reboot menée par Queen Latifah fait son apparition en 2021. Et ben je savais pas du tout qu'il y avait une série à la base. Voilà donc pour ce premier film. J'ai un bordel dans mes onglets là, il y a un truc qui va pas. Ah oui, si, en fait ça va. Voilà donc pour Equalizer 3. On passe au film suivant, film français dont malheureusement on ne verra pas la bande-annonce, puisque au cours de la bande-annonce, l'acteur principal qu'on voit sur l'affiche joue avec des sextoys. Bon, alors, il essaye surtout de le décoller du mur auquel il est collé, mais voilà, on sait que sur Twitch, ça va pas passer. Donc, je vais vous lire le synopsis. Dernière journée avant la fin du lycée, Janus et Sam doivent apporter à boire pour participer à la fête de fin d'année. Alors qu'ils fouillent dans la cave du père de Janus à la recherche de bouteilles, ils font la découverte d'une étrange machine. Et j'espère que ce n'est pas le sextoy. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Parce qu'autrement, c'est pas si curieux que ça comme machine, j'ai envie de dire. Premier long métrage, Super Bourré, le premier long métrage de Bastien Milot, qui a suivi une formation à la FEMIS au sein du développement scénario, où il a développé plusieurs longs métrages. Super Bourré est la continuation de son projet de fin d'études. Il s'est inspiré des bouteilles sans étiquette qu'il avait chez ses grands-parents. Elles me semblaient mystérieuses, et bien entendu, on n'avait pas le droit de les boire quand on était petit, mais les adultes les appréciaient pendant les repas de famille. Je me suis dit que c'était une bonne histoire pour parler d'un rituel de passage à l'âge adulte, et c'était un bon moteur pour faire avancer l'intrigue. Le réalisateur a choisi de situer Super Bourré à la campagne dans un cadre rural dans lequel il a lui-même grandi. C'était rassurant pour un premier long de parler de choses que je connais en discutant avec des amis citadins. J'étais frappé de voir à quel point on avait connu des expériences différentes. Pour quelqu'un qui a grandi à la campagne, c'était aventureux de faire des soirées, il fallait prendre une voiture, adopter certaines stratégies et mettre en place toute une petite logistique. C'est quelque chose qui m'est familier et qui m'a inspiré pour écrire des personnages que j'ai connus et que je connais encore. J'avais aussi la volonté d'incarner un terroir. À cet égard, la question des accents s'est posée dès le début pour pouvoir ancrer le récit dans un territoire. Et alors, chose originale, il y a Lassalle, l'ancien député dans le film. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça dans la bande-annonce. Une histoire d'amitié. Sam est à l'origine un personnage masculin. Bastien Milot explique intuitivement, je m'étais raconté que c'était 2 garçons et je m'étais imaginé leur parcours d'amis d'enfance quand on est petit. La différence de sexe n'a pas grande importance, mais à l'adolescence, la jalousie suscite des ambiguïtés et soulève l'éternelle question d'une possibilité d'amitié entre filles et garçons. Même si Sam est finalement un personnage féminin, il tenait à faire de Super Bourré une histoire d'amitié sans basculer vers la comédie romantique. Parmi les films qui l'ont influencé, Bastien Milot cite des teen movies comme La folle journée de Ferris Bueller, Super Grave, American Pie, Les Beaux Gosses. Alors, du coup, si ce que je peux faire, c'est ça. Oui, oui. Je le fais après. Parmi les films qui l'ont, oui, tac, mais aussi des comédies qui assument une dimension mélo, telles que King of Staten Island et Green Book, dont le propos est très fort et la fin émouvante tout en étant extrêmement drôle.
Pour trouver le rôle de Janus, un casting classique a été effectué et a permis de trouver Pierre Gaumet. Pour le personnage de Sam, le processus a été un peu plus difficile, comme le raconte le réalisateur. On voulait une jeune femme qui incarne quelque chose d'authentique, et on a eu recours à un casting sauvage. Je savais qu'on avait une chance de la trouver au sein des équipes féminines de rugby, autour d'Agen, et la vidéo de Nina Poletto nous a tapé dans l'œil. Jean Lassalle, justement j'en parlais. L'équipe recherchait un interprète emblématique du Sud-Ouest et de l'ancienne génération pour incarner le grand-père. On s'est creusé la tête et on a eu l'idée de Francis Cabrel et Jean Lassalle. Au final, on a utilisé des titres de Cabrel pour la BO et Lassalle a accepté de bon cœur de jouer le grand-père parce que ça l'amusait. Voilà, comme ça tout le monde est content. Comme c'est un raconteur d'histoire née, on lui a simplement posé des questions. Une fois lancé, on ne pouvait plus l'arrêter. On a donc tourné et monté une partie de cette séquence comme un documentaire. Voilà, et je pensais une chose. Ce que je peux faire, c'est vous mettre la bande-annonce pour que vous puissiez la voir quand même, mais je vais vous la mettre sur Discord. Tac. Tac. Ouais, je vous la mets dans le général. Ceux qui veulent, hop. Voilà, comme ça si vous voulez, c'est sur Discord, vous pouvez voir la bande-annonce. Hop. On passe au film suivant, à la fiche suivante. Anna Gloria, toute la beauté de l'enfance, le récit tendre et déchirant d'un amour infini, dont on regarde la bande-annonce. Comment on dit la tortue? Tartaruga. Tartaruga. Roux. Oh, c'est parfait, ça. On continue. À demain, papa. Non. Allez, on y va. Au revoir. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Je dois partir pour rentrer chez moi, dans mon île. Qu'est-ce que tu fais là? Cléo! C'est Gloria, elle me manque. Demain, j'appelle Gloria et je vois ce que je peux faire. C'est petit chez toi. C'est petit, mais c'est chez moi. Esse minha filha é bem passa férias comigo. Já falou quantas vezes pouca flor filha. Tenho 2 filhas na casa. Moi, j'ai que des souvenirs avec toi. Faites que Gloria revienne à la maison. S'il vous plaît. Voilà pour cette présentation. Et je vous propose de regarder une interview de la réalisatrice qui a été faite au moment de la semaine de la critique à Cannes. Tu vois Mary Poppins? Ouais. Et Mary Poppins, à l'époque, ça avait été un choc pour moi, mais vraiment de jubilation totale, quoi. C'était fou. Je suis réalisatrice, scénariste. J'ai eu des courts-métrages à la semaine, il y a très longtemps. Et je suis hyper heureuse de revenir à la semaine parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'audace et le plus d'amour que j'ai jamais vu au Festival de Cannes. Et que ça, c'est quand même trop bien. Le film, il est dédié à une femme que j'aime d'amour qui s'appelle Lorinda.
En fait, Lorinda s'occupait de moi beaucoup quand j'étais enfant. Et un jour, elle m'a annoncé qu'elle retournait dans son pays avec sa famille pour pouvoir avoir son propre, sa vie et retourner avec les siens. Et donc du coup, moi j'ai grandi toute ma vie dans son regard et dans ses intentions. Et j'ai voulu interroger ce moment de finalement qui était cette femme, qui était la relation qu'on avait alors qu'on n'était pas de la même famille, mais j'avais un amour fou pour elle. Et je crois que le film essaye, à travers cette petite anecdote, d'interroger en fait tout ce que l'amour peut, alors qu'on n'est pas forcément de la même famille, et tout ce que parfois aussi l'amour ne peut pas. Moi, j'ai écrit vraiment le film, et je crois tourner, du point de vue d'une enfant de 5 ans et demi, 6 ans. Donc vraiment, la caméra, elle est à hauteur d'enfant. Et on est en permanence dans le point de vue de la petite, en fait. Donc on voit le monde, on entend le monde et on comprend le monde à travers elle et selon ses perceptions à elle. Et après, c'est aussi une enfant qui a une petite particularité, c'est qu'elle est très myope. Et donc du coup, toute la grammaire optique, entre guillemets, du film a été de retrouver les sensations qu'on a quand on appréhende le monde comme ça, de cette manière-là, c'est-à-dire avec des contours qui sont un peu flous et pas forcément nets, mais où les sensations sont très fortes. Je voulais que l'enfant, et pour moi c'est un peu ça l'enfance aussi, c'est quand toutes ces sensations sont hyper fortes en fait, hyper prégnantes. En fait, la petite qui joue Cléo, qui s'appelle Louise, elle n'est pas du tout myope, mais vraiment elle voit très très bien. Et donc du coup c'était assez mignon parce que quand elle mettait ses lunettes, elle arrivait sur le plateau et ça voulait dire ça y est, maintenant je suis le personnage, je suis Cléo et tout. Et donc du coup, ça l'aidait, elle, à dissocier sa vie du personnage et à rentrer dans une façon joviale et ludique sur le plateau, quoi. J'ai rencontré donc beaucoup de nounous, ce qui était assez plaisant. C'est des femmes, c'est assez sympa de passer des après-midi et des goûters avec elles, parce qu'on faisait beaucoup de goûters, en fait. Un jour, j'ai rencontré Ilsa Moreno, et elle est capverdienne. Et donc du coup, j'ai réécrit tout le film en fonction d'elle, parce qu'on l'a choisi pour faire le film. Et donc du coup, tout le film s'est axé en direction du Cap-Vert, de l'archipel, de sa ville à elle, et de sa vie aussi, puisqu'en fait, Ilsa, elle est comme une grande partie des femmes capverdiennes et comme la femme Gloria du film, c'est-à-dire qu'elle a quitté son pays d'origine pour aller élever les enfants des autres, alors qu'elle-même n'avait pas le choix que de ne pas élever les siens, en fait. Donc du coup, ça s'est beaucoup fondé sur ce qu'elle m'en racontait. Le désir de rentrer comme ça dans la matière et la peinture et les couleurs, il est venu du fait justement qu'on était à hauteur d'enfant et que pour moi c'était la porte vers son inconscient et tout ce que finalement cette petite, parce qu'elle est vraiment petite en fait, arrive pas à dire ou formuler. Et donc c'est une manière pour les gens de percevoir et de s'approprier les sentiments qui traversent cet enfant alors qu'elle peut pas les dire. C'est pas très joli de dire ça, mais c'est une relation tarifée dans la mesure où elle est payée pour s'occuper de l'enfant. Et c'est normal parce que Gloria est ce qu'on appelle une migrante économique, c'est-à-dire qu'elle vient, en l'occurrence en France, pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa propre famille dans son pays. Donc forcément, c'est une relation qu'on pourrait dire biaisée par l'argent. Et c'est une question qui n'était pas, qu'il fallait mettre sur le tapis dans le film. Mais par ailleurs, est-ce que ça empêche l'amour? Peut-être pas. Est-ce que c'est la condition de l'amour? Qui sait? Et le film essaye de interroger ce lien-là. C'est une relation qui dit jamais son nom. Parce qu'il y a un truc un peu tabou. Parce que s'il y a de l'amour, les parents biologiques veulent pas trop en parler. C'est un peu dérangeant. Et de l'autre côté, comme c'est soi-disant un travail, est-ce qu'on s'autorise de s'attacher à l'enfant ou pas, et combien de temps et comment? Et donc du coup, c'est un amour qui est conditionné à plein de choses. Voilà, interview intéressante. Et du coup, je pense pas que... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Mais je pense qu'on va laisser aller assez vite sur ça. La première partie, elle vient de nous l'expliquer très bien. Référence pendant l'écriture, un tableau de Jean-Baptiste Debré pendant le 19e siècle en couverture de l'essai L'Oedipe noir de l'anthropologue Rita Laura Segato a marqué la réalisatrice. On y voit une femme noire serrant fièrement dans ses bras un enfant blanc
à qui elle offre une protection enveloppante. En lisant le livre, on apprend qu'à l'origine, le tableau s'appelait Don Pedro II, dans le giron de sa gouvernante. Puis il a été rebaptisé Don Pedro et Sanunu, et plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, domestique portant un enfant dans ses bras, effaçant au fil des années le rôle essentiel d'une gouvernante pour le réduire au statut de domestique, comme si un empereur ne pouvait avoir pour perceptrice une femme noire dont les origines rappellent un passé colonial, se remémore la cinéaste. Donc ça, elle en a parlé. Oui, voilà, bon, on va pas relire et redire ce que vient de nous expliquer la réalisatrice. Et on va passer au film suivant. On part au Japon avec une attaque de critique qui disait le $1 million baby japonais. Et c'est vrai que ça pourrait y ressembler. On regarde la bande-annonce. 耳が聞こえないというのはハンデにはならないんでしょうか。稽古は目がいいんですよ。はい、もう一枚笑顔でどうぞ。正直やな、お前は。才能はないかな。もう十分じゃないの？このジムを閉めることになりました。稽古ごめんな。人間としてのね、器量があるんですよ。素直で率直で、すごくいい子ですよ。Voilà pour cette bande-annonce. Elle est belle cette bande-annonce, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? D'après une histoire vraie, la beauté du geste s'inspire de l'autobiographie de la boxeuse Keiko Ogasawara. Si le réalisateur aborde chacun de ses projets avec l'idée d'en faire un documentaire, il a cette fois-ci décidé de raconter l'histoire de cette sportive par le biais de la fiction. Dans le cas présent, les événements relatés dans le livre de Keiko Ogasawara se sont déroulés voilà une dizaine d'années. J'étais assez réticent à l'idée de les reproduire à l'image dans un délai relativement court, d'autant plus qu'en tant que spectateur, lorsque je regarde un film basé sur des faits réels, je suis toujours tenté de comparer la réalité de ces faits et ce qu'il en reste à l'écran. Il a finalement renoncé à reconstituer les éléments du livre et a opté pour une fiction quasi totale qui reste à minima inspirée de la vie de Keiko. La pandémie de Covid-19, eh ben tiens donc, ça faisait longtemps. Le film a été tourné pendant la pandémie de Covid-19 et intègre cette réalité à l'écran. Le réalisateur développe, ça a été un moment si particulier qu'il m'aurait paru incongru de filmer une fiction qui en serait déconnectée. J'aurais eu l'impression d'être dans le déni, de fuir la réalité. Par ailleurs, le hasard fait qu'à la même époque, j'effectuais des recherches sur l'impact du port des masques FFP2 sur la vie quotidienne des malentendants, dont la possibilité de lire sur les lèvres s'en retrouvait très restreinte. Il m'a semblé pertinent de l'intégrer à la beauté du geste. C'est vrai que oui, ça on n'y pensait pas forcément, mais oui, ça devait être compliqué pour eux. 16 mm, Sho Miyake a décidé de tourner en 16 mm, car ce format allait de pair, selon lui, avec l'inexorabilité du temps qui passe, qui est l'un des thèmes principaux du film. Par ailleurs, le 16 mm nécessite une gestion serrée de la pellicule en raison de son coût. Cela poussait le réalisateur à limiter les prises et permettait de ne pas surmener les acteurs qui tournaient des scènes physiques exigeantes. La beauté du geste est le premier long métrage de Sho Miyake à sortir en France. Son premier film, Playback, a été sélectionné en compétition au Festival international du film de Locarno. Il réalise ensuite un documentaire musical The Cockpit, sélectionné au Cinéma du Réel en 2015, suivi de And Your Bird Can Sing en 2018, présenté à la Berlinale. Et parmi tout ça, il n'y en a aucun qui était sorti en France. Bah putain, c'est extraordinaire.
Il dirige en 2020 pour Netflix la série horrifique Ju-On, les origines adaptées de la célèbre franchise The Grudge. L'enjeu de la beauté du geste ne repose pas sur une victoire sportive, mais plutôt sur une victoire personnelle. L'idéologie portée usuellement par les films de boxe, mais plus généralement de sport, est que les efforts finissent toujours par porter leurs fruits, et que si on se démène pour un objectif, on l'atteindra. J'ai tendance à penser que la vie est loin d'être aussi simple que ça, et que ce quand on veut, on peut ne s'adapte pas à toutes les vies, à tous les parcours. Je trouve plus intéressant d'observer l'impact des obstacles que l'on rencontre, comment on s'en relève ou pas. En même temps, si tout sourit, le film va être chiant. Allez, film suivant, on passe à un documentaire qui s'appelle Paradis et qui va nous emmener dans les lointaines plaines de Russie. On regarde la bande-annonce. Ты нахуй, куда не надо? Тут тормоз. İster kundu. Олимпийский холод, могут не на тех пожары. Вот там, чтобы профессионалы сразу выезжали, и вот приходится вот включать жителей нашего населенного пункта. Bütün odalarda yok olur. Оны бұл бөхерек чуған ағыбыдығыр. Үтетті өреме внимание болғым тоғыту ұлықтың ады. Ұлық тек саталы үретті. Ұлыққан ады. Пусть дают информацию. Uyu hilemi haydak jıl bolar. Sujet d'actualité, hein, quand même, les feux de forêt comme ça, quand on voit ce qui s'est passé au Canada, par exemple cette année. Alors je sais pas, c'est vrai qu'en ce moment la communication avec la Russie n'est pas forcément très facile, donc je sais pas s'ils en ont eu cette année, mais c'est quand même assez effrayant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Ou en Grèce, remarque, c'est vrai que cette année, on a beaucoup parlé de la Grèce aussi. Genèse, c'est sur le tournage de son précédent film, Le Fils, à l'été 2016, qu'Alexander Abaturov a eu l'idée de Paradis. Il filmait une scène de rituel du solstice d'été avec un grand feu. Il a fallu cependant plusieurs années de recherche et de réécriture avant de se lancer. J'ai préparé pendant longtemps ce film qui mijotait, mutait, se transformait dans ma tête. Mon idée de départ n'avait rien de très précis, mais je savais que je voulais parler des incendies et de feux de forêt sous leur forme extrême. Ce qui m'intéressait n'était pas tant de filmer des pompiers professionnels que de raconter l'histoire de gens ordinaires, luttant contre les feux de forêt. Le tournage, entre 2019 et 2020, le réalisateur a fait des repérages en Sibérie. Le tournage lui-même a eu lieu l'année suivante. Il s'est rendu en Sibérie, en Yakoutie, malgré les différents confinements et la pandémie. Ça n'a pas été facile car les restrictions liées au Covid-19 étaient encore en vigueur, mais nous avons réussi à faire le voyage. Nous sommes restés à Cholongon pendant 4 semaines environ. Cholongon, le feu de forêt étant imprévisible, l'équipe a défini un secteur très large touché par la sécheresse et la canicule et a décidé de se concentrer sur un petit village pour y chercher des personnalités intéressantes et y suivre les événements. En s'entretenant avec une journaliste locale, Alexander Abaturov a découvert Cholongon. Plusieurs villages étaient menacés par les incendies, mais je n'étais pas en quête de la zone la plus exposée au danger.
Ce qui m'intéressait, c'était l'endroit lui-même. Sa description de Shologon m'a intrigué. Elle m'a raconté que c'était le plus petit village de la région, que la route n'allait pas plus loin. On y trouve aussi bien des personnes âgées que des jeunes qui se teignent les cheveux. L'ambiance y est ancestrale avec un goût d'éternité, et en même temps, il y a une dimension très futuriste. Puis alors, vous imaginez vivre comme ça, toujours dans la fumée, ça doit être... et ça, oui, ça donne une dimension futuriste aussi. Je voulais éviter de me montrer trop explicite dans ma représentation d'un feu de forêt. Je ne souhaitais pas verser dans le sensationnalisme en recourant trop souvent aux images dramatiques d'un incendie géant, bien qu'elles ne soient pas complètement absentes du film. Ce qui m'aiguillonnait, c'était de créer la présence du feu, le sentiment d'une menace grondant derrière la fumée, toujours plus proche, quand on sait qu'il est là, qu'on le sent, mais qu'on ne perçoit pas encore l'immensité des flammes dans leur totalité. Le réalisateur a choisi de ne pas utiliser de musique traditionnelle yakoute ni de chant de gorge. Il a privilégié les tambours et instruments à percussion en travaillant avec les musiciens des percussions de Strasbourg. Sans vouloir trop en révéler, je peux vous dire qu'en frottant les instruments d'une certaine manière, on obtient une vibration, un grondement des membranes. Ces effets sonores sont presque aussi imprévisibles que les feux de forêt eux-mêmes. Avec ces vibrations des membranes de tambour, nous voulions évoquer quelque chose de physique. Titre. Le réalisateur revient sur le titre de son film. Selon moi, l'endroit où nous vivons est notre paradis. La vie en Sibérie est peut-être plus rude qu'ailleurs, mais c'est notre paradis et nous n'en avons pas d'autre. Il n'y a pas de solution de secours. C'est tout ce que nous avons, le paradis. Ce n'est pas un lieu imaginaire auquel on aspire. Non, c'est là où on est. C'est l'ici et le maintenant, mais le paradis est aussi fragile et peut se transformer en enfer. Voilà donc pour ce film. Et donc quand même la Russie qui a fait voter une loi disant que si le déplacement et l'utilisation de matériel et d'hommes coûtent plus cher que, et c'est pour ça que les autorités ne se déplacent pas, coûtent plus cher que la zone incendiée, et bah ils sont pas obligés de s'engager. Voilà. Et c'est un documentaire très intéressant, peut-être. Il manque peut-être des fois des explications. On est beaucoup dans le regard, mais il n'y a pas tellement... Pour moi, il manque un petit poil d'analyse, et je trouve que ça apporterait un plus au film. Allez, avec Banel et Adama. Très joli film dont on regarde la bande-annonce. Eyi mbiɗa yiɗa hono debbo yiɗirta ni. Banele Adam. Banele Adama. fodde ma ko jibnande joom galle ma ala somi dani Adam yiɗa hay goto goɗɗo. Bamma mawni jeehi hande an foti wadde fodde ma ha mbawa wonde mawɗo wuro. Mbeɗa andi kono mi jaɓani. Poɗɗen tan ko muñde mbasen saalidde ko hefti en ko. ndungu leeli to foti hen arde Ko ɗum jertinagu. Ɗum ko saabi weeyo ngo ina waylironi. Ko yimɓe ɓe mbayli. Komi kulɗo. Min komi kulɗo. Nde min gonno nder lamɗo eɗen jeeyi koye amen, eɗen jeeyi windere nde, eɗen belti. E hande komin holi ɓen. Voilà pour ce film. Alors on sent bien hein, le poids de la tradition, le patriarcat, tout ça. Il y a beaucoup de choses abordées dans ce film, le changement climatique,
l'importance de la succession, tout ça. Vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Alors qu'il a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2023, ça oui. Un geste politique. La réalisatrice voulait écrire une grande histoire d'amour tragique au Sénégal dont ses parents sont originaires. J'y voyais là un geste politique, le mot est fort, j'en conviens, mais il me semble qu'il est approprié. À l'époque où je travaillais sur le scénario, j'ai eu la sensation que la plupart des films africains contemporains que je découvrais traitaient de la violence, de la guerre, de terrorisme, de pauvreté, tout cela sous une forme naturaliste. Le cinéma de genre avait du mal à trouver sa place. Bien sûr, il y avait quelques propositions, mais très peu. C'est à partir de cette réflexion que mon envie d'un film universel qui parlerait aux Africains, mais pas seulement, s'est imposée. Banel et Adama est le premier long métrage de Ramata Toulaïsi. Il est le fruit de son travail de fin d'études à la FEMIS. Elle a cependant attendu 7 ans avant de passer à la réalisation, car elle ne se sentait pas assez mature pour passer derrière la caméra. C'est pourquoi elle s'est tournée davantage vers l'écriture de scénarios et a co-signé, une fois diplômée, 2 scénarios, Cybèle et Notre-Dame du Nil. 2 très beaux films. C'est en 2020 qu'elle a franchi le pas en réalisant son premier court-métrage intitulé Astel. Médée. Le thème de la folie est capital dans le film. Avec Banel, la réalisatrice voulait montrer un personnage féminin dont la personnalité soit difficile à définir. Tout au long du film, je voulais qu'on se demande qui est vraiment cette femme étrange, une meurtrière, ou bien une amoureuse, une femme sacrée ou une martyre. J'évoquais Médée, car pour moi, Banel est une sorte de Médée, une femme passionnée qui tue par amour. Référence picturale et littéraire. J'ai grandi avec les films populaires et les blockbusters, et pour moi, le cinéma est synonyme de spectaculaire. Après, chacun sa définition du spectacle. Pour ma part, j'aime composer mes plans comme des tableaux. Ces références sont d'ailleurs principalement littéraires et picturales. Elle apprécie le réalisme magique de Toni Morrison, la tragédie de Racine, la poésie de Maya Angelou, ainsi que Van Gogh, Edvard Munch, Kerry James, Marshall, Amoako Boafo en peinture. Des acteurs non professionnels. Kadiman qui joue Banel et Mamadou Diallo qui joue Adama sont, comme tous les autres acteurs du film, des non professionnels. Le processus de casting entamé 5 mois avant le début du tournage a été long et complexe. Il s'est déroulé dans la région de Podor au nord-ouest du Sénégal. Et Imane Digionnet, la directrice du casting, s'est concentrée sur les grandes villes de la région, mais aussi les villages qui les entourent. Le personnage qui a été le plus difficile à trouver est celui de Banel. La réalisatrice a repéré Kadiman par hasard dans la rue, 1 mois environ avant le début du tournage. Je pense qu'elle commence à avoir la petite goutte de sueur là, qui tombait, parce que pas avoir son actrice principale à 1 mois du tournage, tu dois quand même te sentir pas bien. Hein. En langue peul, Banel et Adama a été tourné en langue peul dans le Fouta Toro. Ce qui m'intéresserait dans cette culture peul, c'était son peuple, à la physionomie particulière et aux principes connus. Ils expriment leurs émotions par les regards, les silences. C'est un peuple qui est connu pour être digne, mais surtout très fier. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de confronter un personnage tel que Banel, qui est passionné et expressif, à une telle communauté. Et puis, esthétiquement, je trouvais beau de faire un film assez silencieux, où les dialogues passaient plus par le corps, les regards, que par la parole. Précise la réalisatrice. Voilà donc pour Banel et Adama. Pourquoi je fais ça? On revient en France avec un film qui pose plein de questions intéressantes sur notre univers médical. Un film de Léa Fener, dont on regarde la bande-annonce. Bonjour, on est les nouvelles sages-femmes. De toute façon, ici, la moyenne d'âge, c'est genre 26 ans. Après 30 ans, dans le métier, t'es dead. Ici, t'as la pouponnière. Là, le laboratoire pour les IMG. Ici, les toilettes. Bon, si un jour t'as le temps de pisser. Ça va aller. On y va, la tête haute, et on assure. Allez, oui. Ce que tu fais, t'es forte avec toute ta force de la famille. Non, on n'est pas ensemble, là. On reprend. Allez, on lâche pas Faye. On est niveau 3 ici. Réveille-toi, d'accord? On a toutes les pathologies les plus graves. On n'a pas droit à ce genre de conneries. Ah! Et voilà, c'est parti pour une garde bien merdique.
mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On est venu accoucher. Je suis venue accoucher, c'est moi qui Doucement, accouche, doucement. d'accord? Je vous envoie une primie 36 semaines, 5 cm. Je prends. Non, toi t'as déjà 3 patients. On en a tous déjà 3. Merde, c'est moi. Ok, d'accord, prends-la. Le problème, c'est l'hôpital. C'est ce système de plus en plus merdique qui fait qu'on n'est jamais assez nombreuses. Elle a raison, on oublie totalement la dimension humaine de notre métier. Si je commence à me dire que je peux pas sauver tout le monde, autant changer de métier. Et moi, ce que j'aime, c'est la salle de naissance. Voilà qui met un peu les pieds dans le plat sur les conditions de travail. On ne dit pas grand-chose sur le film. Alors, le film avait été présenté sur Arte en avant-première, je crois en avril ou quelque chose comme ça. Dans un communiqué officiel, Arte écrit au sujet de ce projet très ancré dans le véritable quotidien des soignants. Avec finesse, Léa Fener met en scène le parcours initiatique de 2 vaillantes héroïnes, Sophia, qui tangue, laminée par le doute après un accouchement à haut risque, et Louise, arrimée à son capital confiance. Autour d'elle, les plus anciennes sages-femmes se débattent pour colmater les brèches, maltraitées par un système qui finit par mettre en danger jeunes mères et nouveau-nés. Du dévouement à l'épuisement, de la précarité à la solidarité, le portrait vibrant d'un métier en crise. Et c'est vrai que le film est très fort. Présente bien tous les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, qui fait que on est incapable de gérer, que le manque de personnel qui fait que pendant l'été il y a pas mal de centres d'urgence qui ont été fermés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites et le film est très intéressant sur le sujet. On change de pays, on part en Palestine avec Alam, qui veut dire le drapeau, dont on regarde la bande-annonce. حز كلاب حذر فزر سد الباب سند ببادة بسند بباد سند روحك سند بجاب باب دور الكلب تخزر يما يعني انت هون بتدرس احسن؟ هون احسن شوي البيروت شوف هاي العلامات هنا شفتك امبارح في النادي. وانا شفتك ندرس عند رضا قنوت ليومات اسمها كابوب بيتسونا فاهم شو يعني؟ قاعدين هون بالصبابة نتعلم عن الاحتلال لكنه نجاح عسكري نتعلم نمحى تاريخنا كل واحد مش عاجبه يقوم يلحق ويطلع برا شو العميل؟ صدقنا فلسطيني وعشان فلسطيني هلا صفوان شو مخططين تعمل؟ حتى احنا نغير العلم وزبط نعلق علم البرصة حد علم فلسطين. خايف؟ وين كنت؟ عند اصحابي نلعب شطرنج. طب ليش ريحتك مشروب لكان؟ شو بدها تكون ريحتي شطرنج يما؟ مش انا قلت لك ابعد عن هاي الشغلات؟ بدك يحطوا عليك علامه سوداء؟ قلت لك خططك يعني بدك تحرر القدس؟ Bonsoir Dodo, comment vas-tu? Et non, c'est pas encore du Bollywood, là on est encore dans les films. Mais il y en a, il y en a 3 ce soir du Bollywood. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Cadre spatial. Toujours mal aux dents? T'es retourné voir le dentiste? Bon, moi ça va, tranquille, il fait bon, tu vois. Bon, il y a un peu de soleil. Mais il a plu quasiment toute la journée. Donc ça va. Ah ouais, il faut que tu rappelles le dentiste, là, parce que depuis fin de semaine dernière, je crois, quelque chose comme ça, là, ça doit être fatigant à force. Si le film se déroule en Palestine, le spectateur ne sait pas dans quelle ville il se situe. Le film se passe en Palestine et c'est important pour moi de le spécifier. Il n'y a pas de lieu de ville spécifique,
Géographiquement, on ne sait pas où l'histoire se déroule, puisque les règles israéliennes bougent tout le temps à l'égard de notre droit à ériger le drapeau ou non dans certains endroits. L'État israélien combat notre identité à être palestinien, il y a de toute évidence un problème à revendiquer, son identité palestinienne en vivant en Israël. Peu importe où l'histoire se déroule précisément, elle se passe partout où il y a un problème à lever le drapeau palestinien. En le hissant, on dit que l'on existe, explique le metteur en scène Firas Khoury. J'ai attendu une semaine tout pile et ça fait encore mal. Bon, je prends pas d'antalgique, mais je veux savoir s'il y a un souci ou pas. Bah, ce serait quand même... oui, ce serait quand même bien de savoir s'il y a un souci, parce que là, une semaine quand même, ça fait beaucoup, hein. Lié à son réalisateur, Alam est un film lié à l'histoire du réalisateur Firas Khoury. Ce dernier précise, j'en ai fait transposer mon adolescence à l'époque actuelle. Toute l'histoire est basée sur ma propre expérience. J'ai été Tamer, cet adolescent timide, pas très sûr de ses opinions, ni de ses convictions, peureux à l'égard des autorités, mais il s'agit bien de mon tempérament. D'abord, tout le reste de l'histoire a été inventé. Bah ouais. Et oui, là, quand même... Ah oui, il t'avait dit une semaine, quand même. Ok. Quand même, hein. Un peu d'histoire. L'histoire se déroule pendant la commémoration de l'indépendance d'Israël en 1948, et quelques jours avant la commémoration pacifique de la Nakba, la catastrophe en arabe, jour de deuil pour les Palestiniens entre 1947 et 1949. Environ 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres par les forces israéliennes. Firas Khoury confie « Ce qui s'est passé après 1948 a été une grande catastrophe pour les Palestiniens. 80% de cette population est devenue réfugiée. Les 20% qui sont restés en Palestine, les territoires palestiniens occupés selon la dénomination de l'ONU, étaient dans un état traumatique et de peur. Ils ne savaient pas comment réagir face à l'occupation. La seconde génération avait peur de l'ordre établi. Elle n'a pas fait d'effort pour s'opposer à l'établissement. Celle que je décris, que nous pouvons appeler la 4e génération, est très fière et n'a pas peur de se confronter à l'ordre établi. Je suis convaincu que c'est cette génération qui mènera à la libération de la Palestine. Je voulais poser ma caméra sur ces individus qui sont rarement dépeints dans les médias, et je voulais montrer au monde que ces adolescents que l'on a l'habitude de traiter comme des chiffres et des statistiques dans l'actualité ont des histoires propres, c'est le réel propos du film. Putain, ouais, disons, une semaine à douiller comme ça, moi j'aurais dit, faut faire ça mieux que ça, hein. La question des réfugiés palestiniens. De nombreuses scènes abordent la question des réfugiés palestiniens lors de la première guerre israélo-arabe de 1948 à 1949 à travers une perspective israélienne. Or, durant cette période, 800 000 Palestiniens ont été chassés. Firas Khoury se rappelle « Je viens d'un village qui a été victime d'un nettoyage ethnique. Tout le village est devenu un camp de réfugiés en un jour. Les villes et villages palestiniens ont été vidés de leurs habitants, lesquels ont fini par travailler pour les Israéliens dans la construction et dans les champs. Nous sommes parvenus, ma famille et moi, à revenir en Palestine. On a pu étudier l'histoire de notre terre, mais pas celle de notre catastrophe, la Nakba. Mon grand-père, par exemple, était fermier et a dû ensuite construire des maisons pour le compte d'Israéliens. On parle ici d'une population native qui a été privée de ses droits et de sa dignité, donc je veux mettre la lumière sur cette histoire pour la confronter au récit national israélien qui réécrit celle des populations qui vivent encore là-bas. Désolé, j'ai juste pigé que c'était souci Palestine, ado, indépendance et tout. T'as le principal. J'ai pris qu'une ou deux fois des antalgiques, donc bon, je supporte la douleur, mais c'est pire qu'avant. Ah oui, si ça va de pire en pire, oui, puis en plus, au mal de dents, ça donne mal au crâne. Et en fait, le film, oui, il parle de la jeunesse actuelle qui essaye de se dresser contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Mais oui, si ça va de pire en pire, c'est pas normal. Normalement, ça devrait faire l'inverse. Plus ça passe, plus le temps passe, plus ça cicatrise et mieux ça va. Normalement, c'est la logique. Visée idéologique. Alam est un film militant, comme l'explique Firas Khoury. Je vis désormais en Tunisie, mais j'ai vécu de nombreuses années en Palestine. La vie là-bas est presque vide de sens, brutale. Nos vies ne comptent pas, vous pouvez être tué à tout moment. Mon film est un acte de résistance face à cette situation et cette réalité tragique où il est question de tenter de vivre sa vie le plus normalement possible en dépit du sang. En cela, oui, c'est un film politique.
Ah bah là, oui, là, faut passer à la digitalisation directe, hein, ça c'est sûr. Production difficile. Firas Khoury a tourné en Tunisie. Il a choisi ce pays pour des raisons de budget et a rencontré beaucoup de difficultés à réunir de l'argent pour faire ce film. Il se souvient, cela m'a pris 10-11 ans avant de réunir le budget nécessaire. Personne ne voulait soutenir ce projet en raison de son parti pris narratif. Les fonds européens de financement se basent sur les politiques étrangères de leur pays, pour qui les événements de 48 ne correspondent pas au début de l'occupation israélienne en Palestine, mais à l'indépendance d'Israël. Personne ne voulait soutenir mon scénario qui affirme qu'Israël est un envahisseur ayant colonisé la Palestine. Abderrahmane Sissako, président de la commission d'aide au cinéma du monde, du CNC, a soutenu le projet, mais c'est le seul soutien que j'ai obtenu en Europe. Les financements viennent principalement d'Arabie Saoudite, du Qatar et de Tunisie. Au moins je serai tranquille même si j'ai peur. Oh bah tu sais, là maintenant, au point où t'en es, autant douiller une bonne fois de plus, et puis après au moins tu seras tranquille, oui. Après il va pas non plus te percer la joue et tout, non. Bon, normalement il connaît son métier le mec. Enfin j'espère. Quoique, il y en a qui ont été jugés il y a pas longtemps à Marseille, hein. Parce qu'en fait, ils étaient dentistes, et enfin, ils se déclaraient dentistes, mais ne l'étaient pas. Désolé, Dodo. Ils ont fait des conneries. Allez, on change de... Oui, donc normalement, ça devrait aller. Là, c'était un père et son fils. On change d'ambiance, on revient en enfance avec le rêve de Daisy, dont on regarde la bande-annonce. La coupe du monde de la peur. Je sais que j'en suis capable. Nous y voilà, les amis, le moment fatal. Il faut que tu sois forte, que tu sois endurante, et avant tout, il faut que tu veuilles gagner. Bah écoute, au moins, il avait bien fait l'anesthésie. Vous savez pas qui... Oui, bah c'est tout, oui. C'est une courte bande-annonce pour un court film qui est assez marrant. On parle de sport, tout ça. L'espoir de gagner, on comprend l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Le rêve de Daisy clôt la trilogie Conte de la Cité Sanctuaire créée par les équipes de Like Photon Creative pour l'avenir. Il s'agit d'une société qui vit en harmonie avec la nature, capable de reconnaître ses erreurs et qui privilégie la bonté, la tolérance, la générosité spirituelle. Et je suis d'accord avec toi quand même, là ils ont fait très très court. Les deux premiers opus sont L'Arbre à vœux et Combat Combat. La productrice Nadine Bates explique... Comme beaucoup d'autres producteurs et écrivains australiens, Kristen et moi avons été bercés par des histoires magiques, épiques et inspirantes durant toute notre enfance. Cependant, les histoires qui nous tenaient à cœur en tant que tout petits représentaient rarement le pays dans lequel nous vivions. Il y avait des histoires de hérissons, d'écureuils, d'ours et de fêtes de Noël enneigées. Elle poursuit, elles étaient remplies de paysages verdoyants et vallonnés qui ne reflétaient tout simplement pas la broussaille sèche de l'arrière-pays australien, c'est ce que j'allais dire, et qui n'avait rien à voir avec ce qui nous entourait. Notre environnement semblait parfois extraterrestre en comparaison avec la douceur des livres d'images, leurs personnages animaliers, qu'ils soient anglais ou américains. Et oui, mais ça dépend. Il y en a qui sont très très longs, et il y en a qui sont très très courts. Là, celle-là, bah, elle est très très courte. Note d'intention. Lorsqu'on nous a donné l'occasion de créer, à partir de rien, notre propre univers entier, nous avons sauté sur l'occasion de partager les merveilles et les bizarreries de l'environnement australien et de ses habitants. À la Cité Sanctuaire, vous trouverez des lézards à collerette, des coquas, des crapauds bœufs. Vous voyagerez à travers les divers paysages qui nous entourent, parfois bruns et secs, parfois presque éclatants dans leur verdure. Nous avons pu montrer avec fierté la magie de notre monde immédiat et y inscrire nos profonds espoirs pour l'avenir. En fin de compte, Kristen et moi et toute notre équipe avons créé le monde que nous aurions aimé voir lorsque nous étions
Ces petits enfants qui regardaient l'écran, les yeux écarquillés, et tombaient amoureux des histoires racontées, un monde qui inspire l'espoir et la magie à nos jeunes spectateurs. C'est quoi le nom de l'association déjà, s'il te plaît? Quelle association? Ceux qui produisent le film? Like Photon Creative. Je te l'écris dans le chat. Like Photon Creative. Comme un photon, un photon, mais de rien. Photon, je sais pas ce que ça veut dire photon. La Cité Sanctuaire, le cœur de cet univers. La Cité Sanctuaire est une ville majestueuse, multiculturelle et écologique. C'est vrai que dans tous les films, dans les trois, il y a un bon message écologique. Hein. Ça, là-dessus, on n'y échappe pas. Qui regorge de vie animale et dont l'architecture est inspirée de la nature elle-même. La ville a été formée par une énorme météorite qui a frappé la Terre, où la vie s'est épanouie entre les murs du cratère. Les animaux de toutes sortes et de toutes tailles ayant appris à vivre ensemble en harmonie. La Cité Sanctuaire a fait une croix sur l'époque des prédateurs contre leurs proies, et a créé une communauté axée sur le respect, la liberté et l'unité. Sa règle d'or, ne nous mangeons pas les uns les autres, et ce, même si tout le monde a l'air délicieux. Mais j'aime leur envie de faire passer ce genre de message. Oui, et aussi, dans les trois films, c'était bien présent, puis bien amené surtout. Parce que bon, tu peux avoir un message comme ça, mais quand c'est mal amené, t'as envie de dire « Ouais, bon, on s'en fout », mais là, non. C'est amené vraiment pour que les petits puissent comprendre le pourquoi du comment. La ville est un mélange d'incroyables quartiers, chacun construit pour répondre aux besoins d'espèces particulières, des forêts tropicales luxuriantes, en passant par de magnifiques collines herbeuses jusqu'au désert sablonneux. Au centre de la ville se trouve le pic du sanctuaire, le dernier vestige de la météorite qui a créé leur monde. À l'intérieur de ce pic rocheux se trouve le bien le plus précieux de la ville, l'arbre à vœux. Le cœur de toute vie, tel que les habitants la connaissent, tout au long de la franchise Les Contes de la Cité Sanctuaire, nous explorons d'innombrables quartiers de ce monde riche en histoire, en découvrant la vie à Arachnéville ou la genèse de la légende de l'arbre à vœux. Voilà, très beau petit film. On met quoi là? À partir de 6 ans, ouais, 5-6 ans. Allez, on change d'ambiance avec le film suivant, qui est sobrement intitulé Numéro 10. Et je vous dirai pourquoi après. On regarde la bande-annonce. Er is niets veranderd. De wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit om de hoek en alles is zoals het vroeger was. Wat is er? Niks. Je bent afwezig. Ja. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Who from? There are certain questions that I cannot answer yet. Luister niet. Sluit uw ogen. De wereld is geen schouwtoneel. Ik zal u tonen wat u zien wilt. De stille, stille wereld waarin wij allen zijn geboren. Kamahi. But the enterprise in which we wish to involve you is much larger than only finding your mother. Is it safe? Ich halte es für vernünftig, wenn wir unser Interesse an Lissy nicht erwähnen. Wat is er aan de hand? Alles wat ik je ga vertellen moet tussen ons blijven. Na also, jetzt kommen wir voran. En nu? Wachten. Et effectivement, Dodo, c'est le 10e film du réalisateur. Donc il l'a appelé numéro 10. Je vous le prouve, hein, voilà. C'est la seule anecdote de tournage qu'il y a d'ailleurs. Comme l'indique son titre, numéro 10 est le 10e long métrage d'Alex Van
Warmerdam. Voilà. Alors, généralité sur 20. Bon. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, le film est assez marrant. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Un peu barré. Un peu barré. Il y a quelques scènes que j'ai pas très bien compris. Mais t'as pas tout compris sur la bande-annonce. Et bien en fait, t'as une espèce de caste religieuse qui va sélectionner des gens qui sont soi-disant des élus pour les rassembler et leur credo, c'est que l'humanité a été créée par les extraterrestres. Voilà, donc à partir de là, t'as tout un délire qui se fait. Mais philosophiquement, on va dire qu'il n'est pas inintéressant, et je pense que pour un prof de philo, doit y avoir pas mal de fils à tirer. Mais après, c'est sûr que c'est du film où tu te grattes la tête un peu quand même. Allez, film suivant. Le Dieu noir et le diable blond. Qui date de 1965. Mais que je vous présente aujourd'hui parce qu'il n'était jamais sorti en France. C'est un film brésilien. Et on regarde donc la bande-annonce. Dia vai ter uma guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de Deus e do diabo. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Rosa, eu vi o Santo Sebastião. É um milagre, Rosa. É um milagre. Isso é sonho, Manuel. Para que fugir e se desgraçar na esperança? Sebastião é um inimigo da igreja. Diz pros coronel que eles podem ficar em paz. Sebastião acabou. Queria vingar meu padrinho Sebastião. Não deixe o pobre morrer de fome! Sim. O sertão vai virar mar, e uma vira sertão. O sertão vai virar mar. Voilà, voilà. On sent quand même qu'ils se sont pas trop embêtés pour la bande-annonce, hein, parce que, bon... ils ont mis des morceaux de film, voilà. C'est... Bon. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux monté au niveau de la bande-annonce. Ah, t'es d'accord avec moi, Dodo? Et c'est le problème, c'est qu'il n'y en a pas de film. Cinéma Nobo. Glauber Rocha est l'un des initiateurs du mouvement brésilien Cinéma Nobo, qui puise son inspiration dans le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française. Ce mouvement vise à représenter la réalité sociale du Brésil, son passé historique ainsi que la pauvreté. Le travail des cinéastes comme Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade ou Walter Lima Jr. Rui Guerra s'inscrit également dans le cinéma Nobo. J'en connais aucun. Pour théoriser le mouvement, Rocha évoque une esthétique de la violence. En même temps, c'est vrai que déjà, si celui-ci n'était pas sorti en France, les autres sont peut-être pas sortis en France non plus. Une esthétique de la violence. Au moment où l'on refuse toute la culture officielle, l'unique position, c'est la violence. On ne peut pas faire exploser les cadres existants. Certaines bombes ne sont pas efficaces, mais d'autres le sont. Nous croyons qu'une dizaine, une centaine de films peuvent atteindre le but que nous nous sommes fixés, faire prendre conscience. Aujourd'hui, l'unique culture vraie, c'est le peuple opprimé. C'est à partir de là que l'on peut faire quelque chose de valable. Le reste n'est que le produit d'une culture colonisée et ne m'inspire aucun respect. On doit fonder à partir de ce degré zéro une nouvelle culture qui ne peut être qu'une culture née d'une révolution. Le cinéma Nobo est donc une culture en transe qui refuse la société actuelle.
Ok. Ah oui, c'est intéressant comme concept. Romancero. Donc Glober Rocha s'est inspiré du romanciero, un terme qui désigne les recueils espagnols de petits poèmes héroïques. Alors c'est marrant de balancer sur la colonisation juste au-dessus et de s'inspirer des recueils espagnols qui sont la colonisation. Mais petits poèmes héroïques tirés des chansons de gestes ibériques qui reprennent des légendes populaires. C'est une littérature populaire qui s'articule, divulgue, chante et commente sur ce thème. C'est une tradition très forte transmise par les bardes aveugles dans les villages ou diffusée par de petits livres vendus sur les foires. C'est la forme artistique du langage des Brésiliens, des paysans brésiliens. Glober Rocha fera du personnage du tueur à gages Antonio das Mortes le héros d'un film en 1969. Qu'est-ce que t'as pas compris, Dodo? T'as rien compris, rien. En fait, t'as toute une mouvance du cinéma brésilien, de ce qu'ils disent, qui a voulu, pour dénoncer le colonialisme et tout ce qu'a apporté et ce qu'a imposé le colonialisme au Brésil, par exemple, quand les colons sont arrivés, ils ont complètement rasé la culture brésilienne qui existait à l'époque pour imposer leur culture. Et donc eux, au travers du cinéma, ont voulu faire revivre une nouvelle manière de penser la culture brésilienne. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez marrant que l'inspiration leur soit venue de recueils espagnols de petits poèmes héroïques, puisque du coup, c'est la culture colonisatrice qui inspire cette volonté de faire un contre-pied à la culture des colons. Voilà. Non, c'est un peu plus que ça. Ils veulent réinventer la culture brésilienne. Enfin, ils voulaient, parce que c'est 1970, là. Ils voulaient refaire une culture brésilienne propre qui ne soit pas descendante de la colonisation, de ce qu'a apporté la colonisation. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est mieux? Voilà, ok. Donc c'est bon, c'est mieux structuré. Et on arrive à l'instant Bollywood, bien entendu. Voilà. Avec un premier film, Kushi. Alors là, on a 3 films. Sur les 3 films, j'en ai trouvé un qui a des sous-titres. Bon, anglais, mais c'est déjà mieux que rien. Ils refont la culture parce qu'ils n'aiment pas ce que la colonisation a apporté. C'est ça. On a fait des efforts sur les bonnes annonces. Eh ouais, mais moi je fais ce que je peux. Hein. J'ai cherché pourtant, hein, je fais des efforts. Allez, on regarde la première bande-annonce de Kushi. సేమ్ రోజా సినిమా లాగా ఉంది तुमको पता है हम किधर से आए हैं? మీ గురించి తెలియదు కానీ బేగం మాత్రం డైరెక్ట్ వర్క్ से आए బేగం ఏ పితు हम तुम వాళ్ళ పక్కన పడుకునేతో వాళ్ళకి बहुत ఇబ్బంది होता అందులో ఇబ్బంది ఏమో సార్ నాకు చెల్లెలాంటి వారు ఏమి కాదా ఏయ్ అది నా పిల్ల బేగంకి కావచ్చు అలవాటైనట్టు ఫ్యూచర్లో నేను కూడా అలవాటైపోతారా బేగం కాదు బ్రాహ్మణ్ చదరంగం శ్రీనివాస్ గారు అమ్మాయి లెనిన్ సత్యన్ గారి కొడుకు నీ కూతుర్ని నా కొడుకు ప్రేమించాడు అడ్డం పడకుండా పెళ్లి చేసే ఒక కాపురానికి ఎన్ని సమస్యలు రాకూడదో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన అన్ని సమస్యలు వస్తాయి
ఇలాంటి ఒక జంట ప్రపంచంలోనే లేదని వీళ్ళకి ప్రూవ్ చేయాలి. నా మొహం మీద తలుపు ఎందుకు కొట్టావు? నేను తలుపేం కొట్టలేదే, జస్ట్ అలా క్లోజ్ చేసా అంతే. ఇంట్లో ఏమో ఎప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉంటుంది నా ముందు. చూడరా ఎంత హాయిగా అవుతుందో ఇక్కడ. తాగావా? మేడం వీళ్ళని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడనే ఉంచాలి మేడం. ఆరాధ్య, మన మధ్య ఈ గొడవలన్నీ మా నాన్న చెప్పిన దోషం వల్లే జరుగుతున్నాయి అనిపిస్తుంది. మన మధ్యన గొడవల? పెళ్ళి అంటేనే సావురా, నువ్వు ఎప్పుడో చచ్చిపోయినావు. డెడ్ మీట్ రిప్. అసలు భర్త అంటే ఎట్లా ఉండాలో ఈ సమాజానికి చూపిస్తా. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఇలాగే ఉంటుంది విప్లవ్. ఆరాధ్య వదిలేనా నెల్లు? మొత్తానికి వదిలేమంటున్నావా? లేదు, ఇప్పుడు వదిలేమంటున్నా తల్లి. నాకేం కావాలో నీకు తెలియదు. ఏదైనా అడిగితే అరుస్తావు. నీతో మాట్లాడాలంటేనే నాకు భయం వేస్తుంది విప్లవ్. ఎందుకు భయపడుతున్నావు అమ్మా నువ్వు? మార్కెట్లో నా గురించి అట్లా అనుకుంటున్నారు కానీ నేను స్త్రీ పక్షపాతిని. Oui, voilà, la toute première vidéo, c'est un petit montage que j'ai fait pour annoncer l'instant Bollywood. Ah bah oui, là, on a le petite touche de combat, tout ce qu'il faut. Alors, ce qui est marrant, quand même, c'est que je comprends pas pourquoi ils mettent pas les sous-titres en anglais, puisque tous les panneaux producteurs et tout, c'est pas marqué en indien, c'est marqué en anglais. Par contre, pas compris le pitch. En gros, ça doit... Alors, ce que je comprends pas, c'est l'arrivée à la fin, là, où il y a la bataille, où il se bat dans le métro. Mais tout le reste fait penser à un Roméo et Juliette des temps modernes, version Bollywood. En gros. Mais ouais, pourquoi du coup il se frite à un moment, là, dans le truc, ça, j'ai pas compris. Attends, celui-ci, j'ai pas eu le temps de regarder, voir s'il y avait des... Sous-titres... Anglais. Mais non, bah non. Allez, le film suivant, Mystery of Tattoo. Alors là, je suis mitigé sur ce film. C'est Bollywood, mais pas trop. On est entre les deux. On regarde la bande-annonce. A person named John was murdered yesterday. The killer left this tattoo on the back of the body as evidence. Officer, you should be expecting another murder soon. What? This case is going to be investigated by Barrister Vikar. जिसने भी ये चोरी की है ना, वही मर्डरर है। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? एक टैटू आर्टिस्ट से की। The killer must be a tattoo artist. इंसान चाहे जितना भी बड़ा जीनियस हो, जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो दिमाग काम नहीं करता. It has been 20 years of pain. I don't ever intend on opening this file ever again. Think like an art therapist. You will find it. कल आत्मिका! ये टैटू का जो मिस्ट्री है ना, ये भी खत्म हो जाएगा. Voilà, Bollywood thriller, on va dire ça, mais avec moyen de budget, parce que quand même, on est d'accord, le gars, il est une moumoute, quoi.
C'est transition d'image, les gars, faut être... oui. Et alors, je sais pas, parce qu'il y a des moments ça parle anglais, il y a des moments ça parle indien, c'est... Je sais pas, c'est particulier comme film. Ah si, attends, je te remets la... Attends, j'essaye de retrouver une image. Hop, on coupe le son. Tac. Clairement, il a une moumoute, là. Je sais pas si on peut... ouais. Ouais, lui. Regarde-moi ça. Enfin, là, quand même... c'est abusé, là, quand même. Il y a des moumoutes qui sont mieux faites que ça, quand même. Allez, on passe au dernier film de cette semaine du 30 août. On est déjà fin août. Bientôt la reprise des cours. Avec... Alors là, ils ont même pas mis sur l'affiche, et c'est l'affiche française, hein, ils ont même pas mis la traduction du titre. Ça s'appelle Sapta Sagaradash Hello Side A. Voilà. Et après, ça va taper du zombie, effectivement. Mais ils ont mis des sous-titres anglais. C'est déjà pas mal. On regarde la bande-annonce.
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Eh ben, il a tué quelqu'un, a priori. C'est pour ça qu'il se retrouve en prison. Et qui a un amour impossible. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Ouais, là, on est sur le film un peu dramatique, limite à recette de Bollywood, là. On est d'accord. Quitte est-ce qu'on a? Où c'est que je peux vous envoyer? Eh bien, je vais vous envoyer chez Monsieur Aki. Quitte est-ce qu'on a? Bah oui, bah bien sûr. Tac. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bah, à la prochaine. Soyez curieux, allez au cinéma. Et puis voilà. Et puis et tout et tout. Tchuss!